Bonjour, je suis Caroline Green. Bienvenue sur le podcast Les états du corps pour parler du corps dans tous ses états, ses ressentis, ses transformations, ses prises de conscience. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Angelo Follet. Angelo, tu as des activités multiples, thérapeute, auteur, producteur de musique, formateur. Peux-tu te présenter et nous raconter ton parcours et surtout nous dire ce qui te guide aujourd'hui ? Merci déjà, Caroline, de m'inviter. Tu as dit quand même beaucoup de choses de ce que je faisais aujourd'hui. C'est essentiellement la créativité, le lien, les dynamiques relationnelles qui me guident dans toutes mes activités. Et évidemment avec le corps un peu partout là-dedans. Et donc, que ce soit de la thérapie ou que ce soit quand je suis en studio avec un artiste ou que ce soit dans mon sport qui est l'athlétisme ou que ce soit en formation, en constellation ou en thérapie. Ce qui me guide, c'est vraiment de comprendre comment on est tous reliés d'une manière ou d'une autre, comment finalement la notion d'individu n'est pas si évidente que ça, individus séparés les uns des autres. Et donc, je travaille avec des notions qui ont été beaucoup développées dans la Gestalt thérapie et que j'applique aussi bien dans ma vie de tous les jours que dans les formations, évidemment, que dans ma manière de penser et d'écrire, que dans ma manière de relationner et aussi dans ma manière de faire de la musique. Et donc, peut-être qu'on en parlera un peu plus en détail, mais en tout cas, c'est une manière un peu plus holistique, un peu plus global, qui me guide et qui aujourd'hui m'aide à... Je ne sais pas si c'est comprendre le monde, parce que chacun comprend le monde à partir de sa fenêtre, mais en tout cas, ça me soutient dans quelque chose qui fait du sens pour moi, dans les différents aspects de ma vie, quoi, y compris la parentalité, on en a parlé tout à l'heure en off. Le podcast s'appelle Les états du corps. Cela aurait pu s'appeler aussi les voix du corps, les temps du corps. L'idée, c'est d'explorer les croyances et les ressentis. Pour commencer, as-tu toujours eu une relation sereine à ton corps ? Sereine, non, je dirais pas ça. Je dirais conflictuelle quand même, la plupart du temps. Conflictuelle parce que... c'est une vraie boussole pour moi et j'aurais plutôt tendance à écouter mon corps au point où ça pourrait devenir anxiogène parfois, parce que je vais sentir les moindres petites nuances, les moindres vagues nerveuses ou émotionnelles ou physiologiques, et du coup quelque part je pourrais dire que là où je me sens le mieux finalement, c'est quand je le laisse tranquille, quoi, plutôt, le corps. Donc, Tu veux dire que tu étais un peu en survigilance parfois ? je sais pas si je suis en survigilance, mais en tout cas, il y a effectivement une vigilance permanente. D'autant plus aujourd'hui où j'ai une vie qui est plutôt remplie mais qui est dynamique, donc du coup ça m'aide aussi à faire tenir entre guillemets tout ce que j'ai envie de faire ou besoin de faire, y compris caser du temps où je fais rien, mais pour caser du temps où je fais rien, c'est pareil, ça demande une organisation. Et en l'occurrence, le corps, c'est vraiment le centre pour moi, quoi. C'est vraiment le centre un peu qui va donner toutes les autres informations au reste, quoi. Et donc, comme le corps pour moi c'est vraiment une interface entre l'intérieur et l'extérieur, entre moi et le monde, je vais être très attentif à ce qui se passe à cette frontière-là, quoi, du coup, entre moi et l'extérieur, quoi. Alors, tu nous as dit que tu avais une relation plutôt conflictuelle ou pas forcément ultra sereine et que finalement tu aimes trouver des moments où tu te laisses tranquille. Est-ce que le fait de courir, ça va dans ce sens-là ? Oui, alors c'est particulier parce que finalement, moi, je fais pas du footing. Enfin, je fais du footing aussi,
Mais j'ai une pratique de la course à pied qui est dans un club d'athlétisme en demi-fond, donc ça reste des disciplines qui sont exigeantes. Où il y a, moi, quand j'ai commencé, je pensais naïvement qu'il fallait juste courir vite. Mais en fait, il faut apprendre tout, le moindre mouvement, les moindres muscles qui vont être utilisés, et aussi le haut du corps. C'est-à-dire qu'on fait aussi du renforcement musculaire du haut du corps, du gainage, évidemment de la musculation de puissance pour les cuisses et pour les mollets, les chevilles, etc. Et c'est très technique en fait. Et du coup, je pourrais pas dire que c'est serein, du coup, mon rapport au corps avec la course à pied. Mais ça m'apporte une manière différente d'être vigilant à mon corps, dans le sens où, pour moi, la limite physique, c'est vraiment quelque chose qui est important à écouter, quoi. C'est-à-dire que je sais quand je suis trop fatigué, je sais quand je peux aller plus vite, je sais quand je suis au maximum, etc. Et donc, du coup, je pourrais dire que j'ai un rapport un peu moins conflictuel avec mon corps parce que, disons que là, je l'écoute d'une manière qui est que c'est lui qui dit, quoi. C'est vraiment lui qui dit là, tu peux y aller, là, t'en as encore sous le pied, ou là, il faut faire une répétition de moins. Et donc, c'est moins conflictuel. C'est conflictuel parce que forcément, je lui demande aussi de se pousser un peu plus loin que d'habitude. Mais je dirais que c'est là où c'est plus conflictuel finalement dans le sport pour moi, c'est plutôt mental. C'est plutôt ma barrière mentale de dans quel état d'esprit je vais aborder une compétition ou un entraînement. Et c'est marrant parce que du coup, dans la vie de tous les jours, ça pourrait être conflictuel avec mon corps. Alors que dans la pratique sportive qui utilise essentiellement le corps, c'est plutôt la tête qui vient un peu en conflit, quoi, en disant non, mais là, j'en peux plus. Alors que le corps, peut-être, pourrait. Et du coup, dépasser des limites et ou l'inverse. Se blesser. C'est intéressant parce que, alors, est-ce que justement tu opposes un petit peu les deux ou est-ce que ça arrive bien à travailler ensemble? Parce que, par exemple, j'avais une question qui était, est-ce que tu parviens à arrêter de penser quand tu cours? Visiblement, pas avant. Je pense... Bon, on va rentrer dans les considérations philosophiques, mais dans penser, dans l'activité de penser, il y a quelque chose qui est de l'ordre de devoir se sortir un peu du présent et donc faire appel à des informations ou à des données qui sont présentes, passées, futures, des projections, des souvenirs, des expériences vécues, etc. Pour penser les choses, il y a quelque chose où on est obligé de se balader un peu dans la ligne du temps et de faire appel à des notions ou des informations qui ne sont pas forcément celles qui sont dans l'ici et maintenant. Donc, je pourrais dire que je ne pense pas pendant que je cours. Par contre, je pense, mais pas de cette manière-là, à ma posture, à mon souffle, à la détente de mes épaules, à comment se pose mon pied, à m'encourager intérieurement en me disant allez, il en reste plus que X ou Y. Et donc je pourrais dire que je pense, mais disons que c'est pas une pensée réflexive. C'est plus je suis présent à ce qui est là et en même temps un tout petit peu en dehors pour pouvoir me dire des choses, quoi. Donc c'est quand même une manière assez chouette de méditer, au fond, pour moi. Et d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle des blabla runs, c'est-à-dire en gros, tu fais un footing avec quelqu'un et puis tu discutes, et ce qui fait que tu cours pas trop vite et que du coup, ça te donne un peu le rythme qu'il faut pour pouvoir courir pas trop vite tout en parlant avec l'autre. J'arrive pas à faire ça, même si on court très lentement. Parce que je n'arrive pas à être ailleurs que dans ce que je suis en train de faire là, à ce moment-là, de courir. Et j'arrive pas à discuter, moi. Je suis pas de très bonne compagnie pour discuter sur un footing, quoi, par exemple. Ouais. Non, mais ça répond bien à ma question. Ça veut dire qu'en effet, pour moi, ça signifie que tu parviens à arrêter le flot des pensées quand tu cours et d'être concentré, en fait, sur l'instant et sur ton corps. Est-ce que ça t'aide à pratiquer ton activité de thérapeute? Est-ce que c'est complémentaire ou pas du tout? Je pense que je pense encore moins pendant la séance. Tout simplement parce que pendant la course à pied, par exemple, je ne pense pas, parce que en fait, le corps est tellement mis à l'épreuve que si tu veux, la physiologie, les sens passent au-dessus en termes de conscience, en termes d'attention, en termes
régulation, c'est le corps quoi qui fait là, c'est le corps qui est au centre quoi. Alors que je pourrais être dans un corps qui est au centre en séance, même si j'utilise mon corps, mais en fait, je pense que je pense encore moins dans le sens où là, il y a pas forcément le corps qui est mis à l'épreuve, quoique des fois il est mis à l'épreuve en séance, mais il est pas mis à l'épreuve comme quand je fais de la course à pied. Donc du coup, ça me demande d'être dans une présence comme ça et effectivement de ne pas penser pour essayer d'être avec l'autre, donc en l'occurrence le patient, alors qu'il n'y a pas tout le divertissement du corps qui est mis à l'épreuve, quoi. Donc tu pourrais dire que je suis encore plus concentré. Je sais pas si je pense moins, mais je suis encore plus concentré. Et alors, dans la course, quand tu cours, est-ce que tu as déjà ressenti, moi je suis pas du tout spécialiste, mais ce qu'on appellerait des paliers, comme un second souffle? On parle parfois du mur. Le mur, le mur c'est à chaque fois. Ah bon? Okay. Le mur c'est à chaque fois. Okay. Le mur, y a toujours un mur. Même si tu fais un footing très lent, si tu cours pendant 5 heures, au bout d'un moment, tu vas avoir un mur. Ce qu'on cherche à faire, nous, justement, en partant du principe qu'il y a toujours un mur, c'est soit à repousser le mur le plus loin possible, soit à être en capacité d'être dans le mur le plus longtemps possible, du coup. Alors, comment ça se traduit en fait il y a effectivement un palier. Alors moi, par exemple, je pratique le 1500 mètres et le 5000. Donc ce sont des distances qui sont courtes et tu pourrais te dire, ouais, mais du coup, le mur du marathon, tu l'as pas quand tu fais un 5 km. Bah, en fait, si tu l'as au 4e, 3,5, 4e, c'est toujours à peu près au même endroit, aux 2/3, 3/4, quoi. Tu vois. Pourquoi ? Parce que en fait, on est dans des activités où finalement on va pousser le corps au maximum, ce qui fait que lui, il atteint toujours à peu près son seuil de réserve et même le seuil mental du moment où tu pourras avoir envie de lâcher ou de dire bon, il n'y a pas une seule course où au 4e kilomètre, j'ai pas envie d'arrêter. Mais par contre, c'est une fois que tu passes ce cap-là, c'est une traversée. Et quand tu traverses ce moment-là, on pourrait dire qu'il y a un second souffle, oui. On pourrait dire que, en fait, si je peux. Et puis si ça faisait le double, en fait, je pourrais aussi. Mais il me semble que là, pour le coup, c'est vraiment le moment où le corps et la tête sont plus du tout séparés. Tu vois, c'est vraiment le moment où là, les deux, il faut qu'ils soient ensemble pour dire on peut y aller, quoi. Et je crois que même ce mur-là, en séance, il arrive. Moi, je vois un mur à peu près aux 2/3, 3/4 de la séance où il y a, la plupart du temps, pas à chaque séance évidemment, un moment où on est vraiment en contact l'un et l'autre avec le patient et où c'est le moment où il y a peut-être quelque chose qui est en train de basculer, tu vois, mais ça peut être tout petit. C'est pas forcément spectaculaire, c'est pas forcément des grandes larmes ou des grandes colères, ça peut être juste un mot, quelque chose qui fait qu'à un moment donné, tiens, après cette phrase, après ce regard, après ce souffle partagé, ce silence partagé, plus rien sera pareil, plus rien sera comme avant. Et donc, je crois que c'est aussi ça qu'on cherche quand on fait de la thérapie, c'est à amener la personne à aller au plus près du mur et à ce moment-là lui dire attendez-moi parce que en fait vous n'êtes pas seul par rapport à d'habitude. Moi, je suis là. Et on va le traverser ensemble. Et je pense que c'est ça toute la créativité et la finesse, tu vois, pour moi, de la thérapie, en tout cas, de l'art de la thérapie. Pour moi, il est à cet endroit-là. Il est à l'endroit où c'est pas toi qui fais. Par contre, toi, tu es là pour amener la personne à aller au plus près du mur. Et puis, c'est un peu la personne sur le côté qui dit allez, encore plus qu'un kilomètre et on est bon, quoi. Tu vois. Mais quand tu dis plus qu'un kilomètre, on est bon, c'est pas toi qui cours, c'est l'autre qui fait. Et donc, parfois, tu disais comme un second souffle, ça peut être comme une régénération, vraiment comme un regain d'énergie. Ah, alors, ce type-là de second souffle, il arrive plus souvent que le mur dont je parle. D'accord. T'as le mur, où là, tu dis, ok, bon, là, je peux plus, et en fait, finalement, j'arrive à le traverser. Mais t'as aussi, t'as plein de moments, en fait, de second souffle lors d'une course à pied ou
Parce que finalement, c'est un peu comme à l'échelle de la vie, quoi. C'est que t'as pas une grande épreuve, quoi. Tu vois, t'en as plein. Et du coup, sur 5 kilomètres ou sur un marathon, il y a plein de passages, il y a plein de bornes. Des bornes, vraiment pas dans le sens de kilomètres, mais des bornes, quoi. Et des checkpoints, quoi. Et donc, pour moi, c'est ça les seconds souffles. C'est les moments où tu passes ces caps-là et où 3 secondes avant, t'étais HS. 3 secondes après, c'est comme si tu venais de commencer la course, quoi. Et ça, c'est hallucinant, ouais. En effet, c'est vraiment ce moment que j'avais envie que tu décrives, que par parallèle, moi je peux retrouver dans d'autres disciplines. Ouais. Mais oui, je pense que ça doit être vraiment intéressant à ressentir. Je pense à toi là parce que tu étais en face de moi, mais dans le yoga, ça m'est déjà arrivé pas mal de fois, ça, de sentir. Là, j'en peux plus. Surtout dans le Kundalini, en fait, qui est pour moi très psychologique aussi, le Kundalini, très émotionnel. Et où, dans le Kundalini, sur des postures que tu dois tenir pendant 11, 12, 13, 14 minutes, avec la respiration du feu, les bras en l'air, où tu sens plus que tes bras ils brûlent, etc. Le nombre de fois où tu as envie de baisser les bras, pour le coup, vraiment physiquement, et où finalement, en fait, ça tient. Et en fait, une fois que tu as fini, tu dis, bah attends, j'aurais pu faire 5 minutes de plus, quoi. Ça, c'est dingue, ouais. Oui, le parallèle, il est vraiment là, dans cet enseignement de, finalement, à petite échelle, apprendre qu'on peut passer des caps qu'on croyait impossibles, en fait. Alors justement, on parlait de ressentir. Ouais. J'avais envie de te demander, comme tu nous expliques que tu es dans une hyper vigilance, enfin en tout cas écoute de ton corps, comment as-tu appris à ressentir ? Est-ce que tu as eu un maître des émotions dans ton enfance ou plus tard ? Moi, j'ai grandi dans une famille de danseurs et de danseuses, avec un grand-père maternel qui est chorégraphe. Et donc, je les ai beaucoup vus s'entraîner, travailler la chorégraphie, travailler le mouvement. Donc, je pourrais dire que ça m'a donné un peu l'importance du corps, je dirais, l'importance de la nuance. Tu vois, c'est de la danse, donc c'est le moindre geste, le moindre doigt, le moindre regard, le moindre mouvement de tête, c'est plus la même chose, quoi, d'un coup. Donc, peut-être que là, au niveau esthétique et au niveau, je dirais, l'expression corporelle, ouais, il y a eu le fait de baigner là-dedans. Mais sinon, plus jeune, j'étais vraiment pas sportif. Enfin, j'aimais pas ça. J'ai fait plein de sports différents tous les ans. J'arrêtais, je faisais autre chose. Jusqu'à ce que je découvre le roller et surtout parce que c'était avec une bande de potes. Et là, je séchais les cours de tennis pour aller faire du roller avec les copains. Et ça, pour le coup, c'était vraiment une expérience qui fait que parce qu'il y avait du lien, il y avait de l'envie, et du coup, j'étais motivé, et du coup, j'avais, voilà. Et puis, il y avait aussi tout un mode de vie Un autour. mode de vie, Ouais, voilà. la musique, les fringues, voilà, enfin, tout ce qui va avec. Et donc, ça a été une expérience aussi qui m'a beaucoup marqué, le roller en groupe, comme ça, vraiment avec un amusement, mais je me suis rarement amusé comme ça parce que c'était tellement gratuit, ça sert tellement à rien de faire du roller. Tu vois, juste de se glisser sur une barre de fer, de faire des figures sur un tremplin ou des choses comme ça, que il y a vraiment un truc pur, quoi, tu vois. Autant aujourd'hui, je cours, mais je cours quand même pour un chrono, je cours pour un club, je cours... tu vois, c'est plus la même chose. Il n'y a pas cette notion de performance. Je m'amuse, bien sûr. évidemment, et je suis avec les autres, évidemment, mais ça reste avec un objectif. Et donc ça, c'est pareil, ça m'a beaucoup marqué. Mais je dirais qu'après, en termes de maître, au niveau du sentir, peut-être qu'il y a... là, spontanément, je pense à Pascal Ancelin, qui est un grand ostéopathe, qui fait pas que de l'ostéopathie et qui travaille à la base d'ostéopathie biodynamique. Donc uniquement avec le travail sur la respiration primaire, c'est-à-dire vraiment le travail du toucher. Il est sur quelque chose de très fin. C'est pas du tout un truc où tu fais craquer, où tu manipules dans tous les sens. Et il a une écoute. Et il nous a toujours... Et donc pourquoi ? Parce que c'est devenu un ami et c'est chez lui que je t'ai connu, puisque tu es venu en retraite dans son lieu, dans la Drôme. Et donc ça a été mon ostéo, puis mon formateur après. Et il m'a formé avec ce toucher-là. Donc je suis pas ostéopathe, mais par contre j'étais formé à l'écoute
biodynamique. Et donc, il nous disait tout le temps écoutez la santé, écoutez la santé. Donc, on posait nos mains sur nos collègues patients et on devait écouter la santé. Et il y en a pour qui ça a pris peut-être 2, 3 ans, 6 ans pour comprendre ce que ça voulait dire. Et moi, c'est venu assez vite. Donc, c'était assez spontané. Peut-être parce que aussi je suis musicien et qu'il y a une écoute particulière. Mais je sais pas, je dis ça au hasard. Et je dirais, lui, ouais, Pascal Ancelin, c'est le premier qui m'a appris à écouter autre chose que du son. Et parce que sinon, je pourrais citer beaucoup de musiciens et d'artistes et de profs de musique qui m'ont accompagné à ça. Mais je dirais c'est quoi, maître des sens, t'as dit, non? Un maître des émotions. Maître des émotions. En tout cas, c'est ça, c'est aussi poser des mots sur des ressentis, Ouais. ou voilà, parce que sinon c'est difficile à comprendre. Ouais. Ok, super. Alors pour revenir un petit peu à la course, pour te préparer, tu disais en fait c'est assez technique et voilà, il y a plein de choses à faire. Quelles sont les autres disciplines que tu pratiques et en quoi elles sont nécessaires et complémentaires? Je nage, je fais de la natation, donc je fais de la natation. Je nage dans une piscine en faisant des allers-retours. Je fais pas de la natation. Alors, je fais pas. Il y a des gens qui font vraiment de la natation. Non, je fais ça de temps en temps pour continuer à faire du cardio et essayer avoir un peu moins d'impact sur mes articulations. Donc des sports portés, ce qu'on appelle les sports portés. Du vélo, mais j'en fais juste pour me déplacer. Et sinon, en termes de sport, sinon c'est vraiment beaucoup la salle, donc muscu, renfo. De temps en temps, je fais 2-3 postures de yoga, mais c'est vraiment histoire de mettre mettre de la conscience sur la circulation de l'énergie, je dirais. Très bien. Comme faire des pauses, ça t'aide à faire un peu des pauses ou... Ça peut m'aider à faire des pauses, mais je me sens pas forcément en pause à ce moment-là. Je me sens vraiment en attends, tiens, je vais checker où j'en suis, quoi, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, du coup, parfois je médite, mais la plupart du temps, j'essaie de me mettre en mouvement sur certaines postures qui sont aussi des postures qui aident pour la course à pied. Mais c'est quand même assez orienté sur la course à pied parce que c'est vrai qu'on a quand même du coaching et une éducation avec le club où en fait tout le temps que tu passes à pas courir, tu fais moins de bornes. Donc si tu fais moins de bornes, autant que ce que tu fais, ça soit dans une optique que ça améliore tes performances en course à pied du moins. Et donc de temps en temps je peux aller faire de l'escalade, mais si tu veux c'est pas, je dirais pas que j'y vais pour faire un autre sport, quoi. J'y vais surtout pour boire des bières après, mais... Oui, voilà. C'est pas orienté. Est-ce que tu combines visualisation et méditation pour atteindre tes objectifs, surtout en longue distance? Ah, pas du tout. Déjà parce que je fais pas de longue distance. Quand même. Après, voilà. Pour moi c'est pas long, mais okay. mais enfin surtout je pense pour des marathoniens ou carrément parce qu'on parle beaucoup du marathon, mais t'as des gars qui font 100, qui font les 24 heures, qui font, enfin voilà. Kylian Jornet, un marathon c'est pas grand chose, quoi. Mais donc du coup je me considère pas faire de longue distance, mais pour quelqu'un qui court pas, effectivement peut-être que 5-10 km, un semi, c'est long. En fait je me rends compte quand tu poses la question que je le fais spontanément. Je crois que je le faisais pas, enfin je me dis pas tiens je vais me prendre un temps pour faire de la visualisation pour ma course, par exemple j'en ai une dimanche. Spontanément, je sais pas moi, si que je suis en train de dormir, de manger, de marcher dans la rue, de faire du vélo, tu vois, des activités où j'ai pas forcément besoin d'être très 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 présent. Il peut m'arriver de me mettre à... Tiens, je vais je vais réaliser que pendant 10 minutes, j'étais dans ma course, quoi. J'étais dans... tiens, là... voilà, pense bien à ça, à bien te redresser, machin, enfin... Donc... ça correspond un peu à ce que je te disais au début, c'est-à-dire que j'ai une boussole quand même, j'ai une grosse boussole à l'intérieur, et du coup... ça me permet de sentir, tiens, si je suis un petit peu angoissé ou stressé par la course, spontanément, je vais me mettre dedans, en fait. Ok.
mais je vais pas je vais pas me poser et me dire, ok, quel exercice je pourrais faire en retraite. C'est pas forcé, c'est pas Tu vois, intentionnel. c'est ça qui est bizarre, quoi. Alors, tu as aussi cité le nom du yoga et tu as parlé un peu de Kundalini. C'est peut-être pas forcément orienté pour courir, mais voilà, il existe de très nombreux styles de yoga. Est-ce que tu peux nous partager ta vision et ta pratique? Et la pratique ne signifie pas que des mouvements, on est bien d'accord. Ouais. Ma vision du yoga, tu veux dire? J'ai un énorme respect pour le yoga, vraiment. Donc c'est pour ça que je dis que je fais pas de yoga. Je fais pas de yoga dans le sens où je fais pas ce yoga traditionnel qui effectivement en partie passe par la pratique corporelle. Mais en fait le yoga c'est une sadhana, donc c'est vraiment un chemin de vie, c'est une pratique quotidienne. C'est une hygiène de vie, c'est une hygiène de pensée, c'est une hygiène par rapport à ses émotions. Et en ce sens-là, je pourrais dire que je pratique le yoga. Je pourrais dire que je pratique le yoga dans le sens où derrière une vie citadine, j'ai quand même un bon gros cerveau de moine. Pas de moineau, hein. De moine. Oui, je sais pas si tu connais Yama, Niyama, Pranayama. Ouais. Enfin, voilà, tout les 8 voies pour d'abord, voilà, respect pour soi, respect pour les autres, respiration, etc. Okay. Disons que je pourrais plus dire que je suis un homme de foi et que la foi en, je dirais, la voie non duelle et la spiritualité hindoue, c'est quelque chose que je pratique au quotidien, dans mes relations, dans ma manière de travailler, dans ma manière de voir le monde, etc. Que j'ai pas les gestes et les mouvements de yoga classiques, mais que j'ai cette manière-là de pratiquer la course à pied. Voilà, l'hygiène de mes relations ou de cette manière-là, le plus possible, évidemment, on est dans un monde relatif, donc je pense que j'ai tellement de respect pour ça que c'est un peu comme, tu sais, dans certaines religions où il faut pas dire le mot Dieu, parce que sinon c'est déjà... Ça y est, t'as déjà dit trop, quoi, tu vois. Bah là, c'est un peu pareil pour moi. C'est quelque chose qui, en tout cas, est bien au-delà d'un exercice de bien-être et qui est vraiment plutôt un état d'esprit, quoi. Enfin, d'ailleurs, spiritualité, ça veut dire esprit, donc... Moi, je le partage. À un moment donné, à certains niveaux, il est dit que tout est yoga, selon l'intention que tu as. Donc, tu peux faire du yoga en courant, tu peux faire du yoga en cuisinant, en ne faisant rien. Mais ouais, je comprends tout à fait. Alors, c'est vrai que j'ai vu apparaître, comme beaucoup d'autres, l'expression Adhyatma Yoga. Je ne sais même pas si je le prononce correctement sur ton profil. Ouais. Peux-tu partager un peu avec nous les fondements de cette philosophie non duale? Oui, c'est ça, c'est le yoga, l'Adhyatma Yoga, c'est vraiment le yoga donc issu des Upanishads, qui sont les textes sacrés hindouistes et qui ont été notamment transmis par un maître qui s'appelle Swami Prajnapad, qui était très particulier parce que c'était à la fois un scientifique, il a fait de la physique, il a étudié la psychanalyse, et en même temps c'était un gourou, quoi, donc un maître. Et cet homme a transmis son enseignement à un Français qui s'appelle Arnaud Desjardins, qui s'appelait, et plus de ce monde, et qui Arnaud Desjardins était très connu pour ses documentaires, sa vie télévisuelle, sa vie médiatique. Et en fait, Arnaud Desjardins a fait tout un parcours pour pouvoir faire des documentaires sur pas mal de pratiques spirituelles différentes, dont les soufis, comment dire, tout ce qui va être l'ordre du christianisme, et puis voilà les pratiques hindouistes. Et en fait, en faisant ces documentaires-là, il a fait des rencontres avec plusieurs gourous, etc. Et dont à un moment donné, Swami Prajnapad, qui donc a été son enseignant jusqu'à la fin. Et lui-même est devenu disciple et donc est devenu enseignant aussi. Et il a monté des ashrams, en tout cas des lieux, on pourrait dire ça comme ça, plutôt en France, au Québec aussi. Il a écrit énormément de bouquins et en fait c'est lui qui a
C'est une transmission orale d'habitude. Et lui, en fait, c'est le seul qui a écrit, c'est le seul qui parlait couramment anglais et français, qui pouvait traduire, qui pouvait. Il y a Daniel Roumanoff aussi qui a beaucoup traduit, le père de Anne Roumanoff. Ouais, ouais. Et donc toute cette clique-là, en fait, de Français qui se sont rencontrés un peu à ce moment-là, ils ont quelque part réussi à importer. Et pourquoi c'est intéressant pour moi cette pratique-là? Parce que c'est une pratique qui est vraiment adaptée aux Occidentaux. C'est-à-dire que c'est pas une pratique qui te demande d'aller te raser la tête, de porter une robe orange et d'aller dans un temple pendant X ou Y années. De faire la sadhana tous les jours à 5h du matin. La sadhana, elle est ici, avec les enfants, avec les parents, avec les guerres, avec l'argent, avec le pouvoir, avec le travail, avec le cancer, et c'est ça pour moi qui est vraiment précieux dans cette pratique. C'est une pratique qui est dans le monde, quoi. Et le job, il est là, il est dans le monde. Il est pas. J'ai pas envie de dire que c'est plus facile de faire ce qu'ils font là-haut, hein, mais c'est un autre boulot, quoi. En quoi c'est non-duel? Alors le principe de non-dualité. Oh boy. Ce qui a été transmis, c'est l'idée que tout est un. Donc c'est vraiment l'expérience de l'unité. Et que, y compris le monde relatif, c'est-à-dire le nôtre, le monde relatif, c'est-à-dire le monde duel, le monde où il y a les choses qui sont séparées, le monde où il y a de la différence, le monde où je suis pas toi. Et d'ailleurs, le monde où il y a du je, J-E, c'est le monde relatif. Et même ce monde relatif, il est inclus dans le monde non-duel, quoi, du coup. Tu vois, le non-duel, ça inclut tout. On pourrait dire que c'est un petit peu comme c'est cette phrase qui dit que c'est finalement l'expérience terrestre, c'est Dieu qui fait l'expérience de lui-même. En fait, pour qu'il y ait une expérience, il faut être deux. Il faut du deux. Il faut de la dualité. Mais cette dualité, elle est illusoire dans la mesure où finalement, c'est le un qui fait l'expérience, sa propre expérience, quoi. Et donc, il y a un endroit chez chacun de nous qui peut être en contact avec cette sensation, cette expérience de l'unité. C'est-à-dire qu'au-delà de l'ego, du coup, au-delà du jeu, au-delà du moi, au-delà de l'avoir, au-delà du faire, il y a effectivement un être qui, lui, est inconditionnel, qui est atemporel, qui est asexué, qui est tout, quoi. Et c'est un petit peu ce que peuvent décrire quelque part les gens qui font des expériences de mort imminente ou des expériences avec des psychédéliques ou des plantes maîtresses et qui rapportent la plupart du temps des expériences de connexion au divin et donc des expériences entéogènes où finalement ils ont l'impression d'être dans un tout, tu vois, ce grand tout, quoi. Oui, totalement unifié. C'est ça. Et en fait, il y a un endroit où tu peux ne pas décompenser et quand même être en contact avec ça. C'est-à-dire que il y a un endroit où ça peut faire tomber et basculer dans la folie, et il y a un autre endroit où tu peux quand même en faire l'expérience et le mettre en pratique justement dans le monde relatif qui est le monde de la différence, le monde du deux, le monde de moi et l'autre, le monde de jeu, le monde de l'ego, etc. Non, mais merci. Parce que je pense que c'est expliqué clairement pour qu'on comprenne. Est-ce que c'est ça qu'on appelle l'Atman? Oui, c'est le monde de l'évidence, en fait. C'est-à-dire que nous, on est là en train de se dire « je existe », Angelo existe, par exemple. Mais c'est quoi Angelo, en fait? C'est quoi l'identité? C'est quoi alors, c'est quoi? C'est parce que j'ai un prénom? Ok, mais ça fait pas tout. C'est quoi? C'est parce que j'ai une histoire, mais ça fait pas tout. C'est quoi? C'est parce que j'ai un corps, mais ça fait pas tout. J'ai des parents, mais ça fait pas tout. Et donc, en fait, l'évidence, pour le coup, c'est que, a priori, ça n'existe pas. C'est beaucoup plus évident pour moi aujourd'hui que d'imaginer que le jeu a une vraie consistance concrète, quoi, tu vois. Donc, l'idée, c'est de jouer le jeu du jeu. Et ça, c'est quelque chose qui te guide aussi dans ton travail de thérapie, ouais. Cette philosophie. Oui, je pourrais dire que c'est de la gestalt thérapie non duelle, quoi. Merci, parce que c'est vrai que c'est un sujet pas forcément très connu et qui peut être assez complexe. C'est pas connu, mais finalement, si t'écoutes bien, il y a quand même pas mal de gens qui finalement
flirte un peu avec ces notions-là, elle les évoque, quoi. Tu vois, quand je te dis que tout est dans tout et que qu'il n'y a que le 1 au final, et que le 1 inclut le relatif, tu peux avoir ça dans plein de religions, Dans plein de théories. Dans plein de théories philosophiques. Tu peux l'avoir dans la physique quantique aussi, par exemple, Génial, avec l'idée c'est en qu'il n'y a pas science. de passé, pas de futur. Mm. Ou en tout cas que c'est surtout le futur qui guide et pas le passé, finalement. Ça remet en question la notion de causalité aussi, tu vois. Toute chose a une conséquence. Oui, et puis parfois de monde parallèle ou de temps Ouais. qui n'est pas forcément linéaire, Ouais. etc. Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est pas si ésotérique ou perché que ça, au fond, quoi. C'est vraiment quelque chose que tu peux mettre en pratique avec ton gamin quand il te réveille la nuit, ou que la boulangère te sourit pas, ou qu'il n'y a plus d'eau dans le frigo, ou voilà. Enfin, c'est vraiment des choses que tu peux mettre en pratique avec. Ils nous disent, tout le temps, ils nous disent. Je sais plus dans quel livre il dit ça. Il y a un des disciples qui demande, mais quelle est la meilleure manière de pratiquer en fait ce yoga? Et c'est Mahananda Mahi qui dit ça. Elle dit, c'est pas la meilleure manière qui compte, c'est le temps que tu y passes. Ça revient à cette notion de pratique au final. Ouais. Et donc en fait, si tu peux te rendre compte que dans la vie de tous les jours, tu peux le pratiquer à toutes les secondes, en fait, tu pratiques tout le temps, quoi. Alors, est-ce que toi, par rapport à cette pratique, tu as vécu des moments de découverte ou de compréhension, ou c'est juste plutôt des petits moments quotidiens mis bout à bout qui t'ont amené là? Je dirais qu'il y a eu des moments de révélation, mais c'est pas les moments les plus spectaculaires. J'ai vécu des moments spectaculaires à certains regroupements ou avec l'usage de certaines plantes qui m'ont beaucoup marqué. Mais là où c'est le plus... vraiment le plus prégnant pour moi, c'est dans les petites choses. C'est à chaque moment où tu peux avoir le choix d'aimer ou de ne pas aimer et que tu décides d'aimer. La boulangère qui sourit pas, le gamin qui te réveille, les impôts qui te rappellent. Et si tu arrives à faire ça à ce moment-là, dans les petits trucs comme ça, t'as tout gagné, quoi. Et c'est beaucoup plus proche de ce qui est décrit dans les livres que tous les gens qui cherchent à faire de l'ayahuasca l'été, je sais pas où, ou à faire X ou Y retraite ou machin, parce qu'il n'y a pas, en fait, ça n'existe pas une expérience fondatrice comme ça, tu vois. Même Arnaud Desjardins, à un moment donné, il dit oui, il y a une bascule, mais c'est après 30 ans de pratique quotidienne, quoi. C'est un fantasme de croire que, tu vois, complètement. Je veux dire, il n'y a aucune transformation sans voyage, quoi, tu vois. C'est pas juste, clac, ça marche, quoi. Non, mais j'aime bien cette idée que tu peux... Quelque part, la vraie pratique, c'est ramener cette transcendance dans le quotidien de façon très simple, quoi. Oui, et c'est pas non plus un dogme, parce que c'est ça que j'aime bien dans cette pratique, c'est que c'est pas non plus dogmatique, genre faut être végétarien et faut pas boire d'alcool, quoi. C'est pas un sacerdoce, quoi. Non, c'est ça, c'est exactement ça. Merci, parce que c'était vraiment intéressant et c'était vraiment ce que je voulais qu'on développe. Okay. Donc on s'amène vers la conclusion. Ouais. Et pour finir, maintenant j'ai une petite phrase rituelle. Et en même temps, c'est vrai que ça va assez bien, parce qu'il y a cette notion de frontière dans la Gestalt. Si tu peux nous partager, si par exemple ton corps était un pays ou un paysage, lequel serait-il, Angelo? Ce serait plutôt un paysage. Je sais pas pourquoi, j'ai une espèce de savane. Bon, ça court vite aussi là-bas, mais... Oui, parfois, vaut mieux courir vite. Vaut mieux courir vite. Non, je sais pas, la savane. Alors, c'est un peu sec, mais savane, mais avec quand même, tu vois, genre, il y a de l'eau, il y a du vert. C'est pas le truc aride et sec, tu vois, mais... tu vois, parfois, la sensation agréable dans le sauna, où parfois, tu as l'impression que vraiment, il fait beaucoup trop chaud et tu peux rester 5 minutes. Alors, ouais. Et il y a des moments où, dans le sauna, tu peux... sentir, ferme les yeux. Moi, je sais que je ferme les yeux parfois et je pourrais presque imaginer que je suis à Marseille, tu vois, en train de faire bronzette, quoi, tu vois. Et du coup, il y a un peu ce truc-là. J'aime bien l'idée d'avoir chaud
dans le paysage, mais que c'est quand même fertile. Et c'est dans la nature. Oui, c'est dehors. Ouais. Merci beaucoup, Angelo. Merci, Caroline. Vous pouvez retrouver Angelo Follet sur sa nouvelle plateforme Substack, où il met à disposition articles, contenus et podcasts. Je vous invite aussi à mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts et Spotify pour aider les états du corps à être plus visibles. À bientôt!